Mes chers collègues, nous allons à présent entendre des représentantes de l'Académie nationale de médecine dans le cadre de nos travaux sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, ainsi que sur la proposition de loi visant à garantir l'égal accès à tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Je vous précise que cette réunion fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est retransmise en direct sur le site du Sénat et sera disponible en vidéo à la demande. Je salue nos rapporteurs. Alors, à différence de notre salle traditionnelle où les rapporteurs sont à côté, ils vont œuvrer depuis leur place, mais en tous les cas, nous avons mis les deux chevalets, donc à la fois Alain Milon et Christine Beauforti-Dossa. Je remercie pour leur présence. Alors, tout d'abord en visio, parce que je crois qu'il y a eu des problèmes de train hier ou ce matin, Madame Claudine Espert, qui est présidente du comité de déontologie et vice-présidente du comité d'éthique. Et Madame Elisabeth Éléphant, c'est ça? J'ai bien prononcé, Éléphant, qui est secrétaire du comité d'éthique de l'Académie nationale de médecine. Mesdames, le regard de l'Académie nous sera utile sur de nombreux aspects soulevés par ces deux textes, tant les médecins sont au cœur de l'ensemble des dispositifs. Qu'il s'agisse du principe même de l'aide à mourir, des critères d'éligibilité retenus, de la procédure de décision, de la responsabilité des médecins ou par ailleurs des évolutions envisagées en matière de soins palliatifs. Je vais, mesdames, vous laisser débuter cette audition par un propos liminaire. Donc, je commencerai avec Madame Espert, puis Madame Éléphant. Et puis ensuite, nous donnerons la parole à nos sénateurs, en commençant bien entendu par nos deux rapporteurs. Voilà. Très bien. Et donc, je vais vous laisser tout de suite la parole. Madame Espert, en espérant que le son fonctionne. Alors, on me dit qu'il faut que vous allumiez votre micro. Alors, est-ce que c'est bon? J'ai l'impression qu'elle ne nous entend pas. Le micro n'est pas activé. Bon, ce que je vous propose... Je vais peut-être on va... Est-ce que... Non, vous nous entendez déjà? Non, je crois qu'elle a tout coupé. Je vais l'appeler, monsieur. Ah, voilà. Donc nous allons voir une expérience de dépannage en direct. Là, alors là, très bien, là, on vous entend. C'est bon. Et là, vous m'entendez? Oui. Parce que moi, je ne vous entends pas, je n'entends rien. Alors, on vous entend, pas fort, mais on vous entend. Alors, je coupe en vue. Présidente du comité d'éthique, à propos. Son micro marche. Madame Espert, est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'elle est en contact avec... Alors hier, quand elle a pris le train... Je vous propose, nous allons commencer donc par une intervention, je sais que je bouleverse ce protocole, oui, mais je voudrais commencer par l'intervention de Madame Éléphant, le temps que Madame Espert puisse se reconnecter. Je vous laisse la parole. Et j'en prends la responsabilité. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Je suis très honorée, nous sommes très honorés d'être parmi vous pour vous transmettre le fruit des réflexions de l'Académie nationale de médecine et plus précisément celui de son comité d'éthique, dont le professeur Claudine Espert, qui essaye de se connecter, est la vice-présidente et j'en suis la secrétaire. Et je vous prie d'excuser aussi l'absence de notre président, Jacques Bringer, dont il était prévu qu'il vienne, mais il ne pouvait pas à la date d'aujourd'hui. Donc, j'en suis la secrétaire. Je vais me présenter très rapidement et j'espère que le professeur Espert pourra nous rejoindre rapidement. Je suis médecin, je suis biologiste de la reproduction et du développement.
Et mon activité hospitalière pendant plus de 40 ans a consisté à m'intéresser à l'impact des traitements en cours de grossesse sur le fœtus, le nouveau-né, le futur enfant et son développement postnatal à long terme. Activité qui m'a valu, au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, à l'hôpital Trousseau, qui m'a valu l'expérience d'être confrontée très régulièrement à des demandes d'interruption médicale de grossesse ou des interruptions dites volontaires de grossesse dans des conditions particulières. Excusez-moi, je vais prendre le professeur Espert. Ah, non. Ah pardon. Donc, est-ce que Claudine, tu veux intervenir là maintenant? Tu peux parler? Elle ne peut pas parler? Si, il faut qu'elle active son micro, mais elle ne nous entend pas, mais elle peut parler et nous voir. Alors d'accord, moi j'aimerais bien qu'elle puisse parler déjà maintenant. Claudine, tu nous entends? Pardon, Claudine, nous entends-tu? Oui, peux-tu activer s'il te plaît ton micro pour que tu puisses commencer ton intervention? Voilà. Voilà, mon micro est allumé. C'est bon. Bon. Allô? Donc, je peux commencer mon intervention. Vous pouvez commencer votre intervention, oui. Bon. C'est bon. Merci, Monsieur le Président, de cette audition de l'Académie de médecine. Merci, cela permet à l'institution de s'exprimer sur un sujet si délicat, si difficile. Alors, je suis navrée de ne pas être présent, hein, mais je n'ai pas pu regagner Paris hier après-midi en raison de difficultés de transport. Le professeur Jacques Bringer, le président de notre comité d'éthique, lui, ne peut pas non plus être là et sa présence n'était pas, ça n'était pas possible pour lui. Donc, Elisabeth Éléphant et moi-même, nous sommes membres de l'Académie. Peut-être un mot pour nous présenter et je reprends la parole aussitôt. Elisabeth, je te laisse dire un mot. C'est fait, Claudine, mais elle ne nous entend pas. Alors, il faut remettre la... Oui. Oui, monsieur. Bon, d'accord. Alors, moi-même, je suis universitaire, j'étais professeure en faculté de droit, et cela pour vous dire que l'Académie comprend des membres de la société civile qui ne sont pas médecins. Alors, si cela vous convient, je vais dans un premier temps dire quelques mots sur l'avis de l'Académie de médecine, et ensuite, je dirai quelques mots sur 2 ou 3 points essentiels au regard des travaux parlementaires en cours. Et je repasserai la parole à Elisabeth Éléphant qui interviendra également sur quelques points. Alors, l'Académie a apporté sa contribution par un avis de juin 2023, donc c'est déjà ancien. C'était une autosaisine. L'avis est issu des travaux du comité d'éthique de l'Académie, comité d'éthique qui est multidisciplinaire, bien entendu médecins, mais également philosophes, sociologues, juristes, etc. Nous avons travaillé pendant 2 ans, des travaux qui ont été longs, et nous avons ensuite transmis le projet d'avis en assemblée, et un vote a eu lieu. Alors, c'est un vote très symbolique de la part de l'institution. Je crois que ça a été la séance la plus longue qui ait jamais existé. Et l'avis, après des débats, après des demandes de modification, a été adopté à environ 60% des participants. On retrouve là le pourcentage habituel sur un sujet aussi difficile. Mais je le dis parce que c'est probablement dans la vie de l'Académie de médecine l'un des avis les plus importants et l'un des avis les plus difficiles qui a été adopté. Donc, très symbolique de la part d'un corps médical, vous le savez, qui est composé de professionnels de santé qui ont une longue carrière derrière eux, qui ont connu sur le terrain des difficultés concernant évidemment des fins de vie. Donc, ça mérite d'être souligné. Alors, les travaux de notre comité d'éthique, peut-être en un mot, nous sommes évidemment, nous faisons toujours cela dans nos discussions bioéthiques, nous sommes partis des 4 grands repères éthiques en la matière. Je les rappelle très brièvement. Bien entendu, le respect de l'autonomie de la personne, sa capacité à décider de son corps, des soins, etc. Ensuite, le principe de la bienfaisance, c'est-à-dire l'obtention de conséquences favorables.
Le principe de la non-malfaisance, c'est-à-dire éviter les suites négatives, s'abstenir de toute volonté de nuire à la personne, et enfin le principe de justice, c'est-à-dire assurer l'équité dans l'accès aux soins. Alors voilà le cadre méthodologique dans lequel nous avons travaillé. Ces principes rentrent quelquefois en conflit, ils sont rentrés en conflit en l'espèce, et nous vivons ce que l'on appelle des tensions éthiques sur lesquelles, bien entendu, nous travaillons de manière approfondie. Alors, je souligne que l'avis auquel nous sommes aboutis comporte une annexe d'éléments pour et contre, un complément aux lois actuelles. Nous sommes partis de là et nous avons travaillé à partir de cette analyse pour et contre. Alors, il y a deux directions qui ont présidé à nos réflexions. D'abord, celle de l'autonomie de la personne, la liberté de chacun, du droit de disposer de sa vie et de sa mort. Finalement, toute l'évolution en santé liée à la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et qui a donné beaucoup plus d'impact à la volonté de la personne. Et puis, second aspect des choses, et pour nous, c'était vraiment majeur, la protection des personnes les plus vulnérables. L'expression emblématique de notre solidarité, de notre fraternité, d'où le titre de notre avis, je le rappelle très brièvement, favoriser une fin de vie digne et apaisée, répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables. Alors, ce qui nous a paru tout à fait essentiel, ça a été la trame, la colonne vertébrale de nos travaux, c'est ne pas laisser mourir une personne dans la solitude, dans l'absence ou l'insuffisance de prise en compte médicale et sociale de la souffrance. Alors, notre avis repose sur des constats et fait des recommandations. Alors, les constats, un premier, qui à mon avis ne peut entraîner qu'un consensus. À court terme, lorsque l'issue est à court terme, le cadre législatif est équilibré, il nous a paru satisfaisant, avec les piliers que l'on connaît, qui vous ont déjà été rappelés, les directives anticipées qui maintenant s'imposent, l'obstination déraisonnable que bien entendu on écarte, le refus possible de la part de la personne d'un traitement, et puis ajouté par la loi de 2016, la sédation profonde et continue. Donc une vraie avancée de par ces deux lois successives. Mais dans ce même constat, pour ce court terme, de toute évidence, une insuffisance de formation des professionnels, d'information du public, c'est-à-dire un décalage entre la loi et ses qualités et la pratique. Et nous avons pensé qu'il y avait là une faille béante, une action majeure à mener enfin en la matière. Alors ça, c'est le premier constat, et il me semble qu'il ne va pas entraîner tellement de débats. Le deuxième constat est beaucoup plus délicat. Au fil de nos auditions, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait une persistance de situations de détresse physique et psychologique de personnes souffrant de maladies graves, incurables, mais dont le pronostic n'est pas engagé à court terme, mais attention, dont l'issue est fatale, l'issue est certaine. Et la question, évidemment, à partir de ce constat que nous nous sommes posés est la suivante: comment permettre à ces personnes d'aspirer légitimement à ne pas être spectateurs de leur dégradation et à vivre, entre guillemets, du mieux possible une fin de vie apaisée. Alors, nous avons raisonné sur ce constat en nous disant, à partir de là, si le législateur estime devoir compléter la loi, que faire? Qu'est-ce que peut apporter l'Académie? Et nous avons tracé des risques et fait des recommandations. Alors, les risques. Bien entendu, ça c'est le premier point, nous avons distingué très nettement ce qu'on appelait à l'époque l'assistance au suicide et la démarche euthanasique, le geste euthanasique venant d'un tiers. Pour deux motifs qui me paraissent majeurs. Le premier, il est connu de tous, il est évident que donner la mort est totalement contraire au serment d'Hippocrate. Et donc transgresse ce serment, le médecin ne donne pas la mort. Et le second argument est lié à la démarche elle-même. Le geste euthanasique a une force plus contraignante que ce que l'on appelait à l'époque le suicide assisté, celui-ci respectant jusqu'au terme l'hésitation et l'incertitude du choix ultime
d'un certain nombre de patients. Et la preuve en est que dans les pays qui ont mis en place un mécanisme tel que l'Oregon, nous savons que nous avons à peu près 40% des personnes qui n'utilisent pas la prescription qui est faite. Donc, voilà les deux motifs pour lesquels nous avons écarté le geste euthanasique. Alors, sur le suicide assisté, je l'appelle ainsi parce qu'à l'époque, évidemment, et dans notre avis, il figure ainsi, mais j'indique que nous préférons nettement, nous n'en avons pas débattu, nous l'indiquons, nous préférons nettement l'expression aide à mourir. Elle est beaucoup plus humaine et beaucoup moins proche de la démarche suicidaire volontaire d'une personne. Alors, si le législateur ouvre cette possibilité, eh bien, nous avons identifié, je le disais il y a un instant, des risques. D'abord, bien sûr, risques liés à la nature de la demande. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de partir du mieux possible, une vraie fin de vie? Donc ça, c'est un premier risque lié à la nature de la demande, la nature de la maladie. Ensuite, bien sûr, un risque lié à l'état de la personne. Est-ce qu'elle est trop isolée? Est-ce qu'elle n'a pas l'environnement suffisant pour ne plus manifester cette demande liée à la fin de vie? Et puis les risques, et ça je reviens à ce que je disais au départ, les risques liés à l'inégalité territoriale. Il est évident que dans certains lieux, nous n'avons pas les soins palliatifs nécessaires pour remédier à bien des souffrances. Alors, au regard de ces risques, nous avons, après débat, exclu, et aussi après audition, exclu le handicap. L'idée d'être autorisé à ne plus vivre, pour ces personnes qui souffrent d'un handicap, nous a nous étions totalement opposés. Cela met à mal notre conception de la solidarité que nous devons avoir vis-à-vis de ces personnes. Donc nous avons exclu le handicap. Nous avons également exclu toute altération du discernement pour éviter toute dérive et certainement dans un premier temps, si le législateur estime aller de cette voie, le faire avec modestie en écartant en quelque sorte certaines situations particulièrement difficiles. Donc, voilà les risques que nous avons soulignés. Et au regard de ces risques, eh bien, nous avons posé des garanties. Alors, l'avis contient un certain nombre de recommandations qui reprennent ces garanties. Je ne les reprendrai pas toutes. Je vous dirais simplement que nous avons mis l'accent sur une évaluation collégiale, multiprofessionnelle de la situation, justement pour apprécier les risques que j'ai cités. Ensuite, nous avons indiqué, ça nous paraissait essentiel, la nécessité préalable d'avoir accès à des soins palliatifs, un prérequis en quelque sorte, point tout à fait central. Et puis, je l'ai dit, pas d'administration du produit létal par un professionnel de manière à laisser l'ultime liberté jusqu'au bout aux personnes. Et enfin, bien entendu, pour ne pas reporter la charge de la prescription d'un produit létal à des professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas le faire, une clause de conscience qui nous a paru tout à fait indispensable afin de ne pas transférer aux soignants une mission que nombre d'entre eux rejettent. Alors voilà, rappeler l'essentiel de la vie de l'Académie. Ceci étant fait, le temps a passé, bien entendu, les travaux parlementaires se sont poursuivis, nous avons été auditionnés, je crois, 4 ou 5 fois au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, je voudrais maintenant vous dire un mot, mais juste un mot, sur ce qui nous paraît essentiel dans les travaux actuels en leur état. En vous disant d'abord que dans le texte actuel, on retrouve quasiment tous les points plus détaillés, mais de manière plus détaillée dans le texte sur lequel vous travaillez, que dans le texte de l'Académie. Donc, bien entendu, tous ces points nous paraissent essentiels. Alors, il y a notamment un point sur lequel j'insiste, figure dans le projet de texte, la souffrance psychique ne peut à elle seule suffire pour permettre une aide à mourir. Et ça, c'est une phrase qui nous paraît essentielle, c'est une condition qui nous paraît essentielle et impérative. Elle figure donc dans le projet et nous l'approuvons à 100%. Ensuite, deuxième constat également essentiel, adopter une aide à mourir ne doit pas être la façade pour occulter l'insuffisance des soins palliatifs dans le pays. Avant tout, il faut améliorer les soins palliatifs. Et nous l'avons mis en exergue dans notre avis. Ensuite, on ne peut envisager l'aide à mourir s'il n'y a pas au préalable
un accompagnement et des soins palliatifs proposés à la personne, bien entendu qu'elle l'accepte, qu'elle refuse, mais il faut qu'il y ait ce prérequis. Et un dernier point également, 2 lois ont été retenues. Bon, l'Académie de médecine ne prend aucune position, évidemment, sur ce point, mais si l'aide à mourir venait à être adoptée par les assemblées, cela implique, pour cette partie du texte, la formation des personnels, l'information de nos concitoyens, c'est-à-dire les mesures prévues pour l'accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Alors, pour terminer, c'est une réflexion un peu plus générale, je soulignerai, et je crois que là aussi on ne peut qu'être tous d'accord, l'humilité à avoir sur le sujet. On n'est sûr de rien en la matière. Nous en débattons sans être nous-mêmes dans une situation terrible de fin de vie, et qui peut dire alors ce qu'il demandera ou décidera. Ensuite, c'est certain également, aucune loi ne pourra jamais répondre à la multiplicité des situations de fin de vie, de leur complexité, du vécu et des attentes spécifiques de chacun. Alors, en définitive, il nous revient de faire du mieux qu'il est possible, quel est le chemin le moins mauvais en la matière, mais tout de même avec un pivot, et je termine par cela parce que ça nous paraît majeur, un pivot, améliorer grandement l'accompagnement et les soins palliatifs, ça c'est tout à fait majeur et essentiel. Alors, si vous le permettez, je passe la parole à Elisabeth Éléphant, qui a quelques points également à souligner auprès de vous. Merci beaucoup, Madame Esper. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Madame Éléphant avant de donner la parole à nos commissaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je reprends mon propos, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pour compléter quelques points, puisque Claudine Esper a fait un tableau assez exhaustif de l'amplitude de nos travaux qui ont, comme vous l'avez entendu, duré 2 ans avec des auditions multiples. Et donc, il faudrait enlever le haut-parleur, Claudine. Oui, c'est bon. Et donc, je ne vais pas reprendre les points principaux qu'elle a évoqués et qui ont été développés. Dans le contexte où nous avons travaillé, il a été rappelé que nous avons travaillé donc, et nous avons fini de travailler en juin 2023, donc avant qu'un projet de loi soit effectivement mis en discussion. Et nous sommes conscients de l'évolution que les textes actuels qui nous sont soumis en termes de projet peuvent constituer par rapport aux réflexions que nous avons eues de façon collégiale. Alors, quelques points pour resituer de mon point de vue la position de l'Académie. Il était clair qu'au vu de nos auditions, nous avions considéré que, en l'état actuel, dans le cas de problèmes de pronostics vitaux engagés à court terme en raison d'une pathologie grave et incurable, le cadre juridique actuel était tout à fait satisfaisant, notamment la loi dite Claes et Leonetti du 2 février 2016. Donc, ça a été rappelé par Madame Esper, l'écriture des directives anticipées s'imposant au corps médical, l'obstination déraisonnable interdite, le droit à refuser un traitement qui s'impose, la sédation profonde et continue jusqu'au décès possible. Donc, l'équilibre figurant dans la législation pour la situation de court terme ne peut qu'être approuvé, il n'a pas à être modifié. Ça a été rappelé par Madame Esper, le problème est la connaissance et l'application de cette loi. Donc notre constat, et c'est ça le pivot en fait de notre travail, a été de ne pas effacer les textes fondateurs, en particulier donc cette loi Claes-Leonetti, par une loi nouvelle, mais reconnaître les situations de souffrance insoutenables et inhumaines qui n'entrent pas dans le champ de ces textes, en particulier ceux dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme. Avec évidemment, ça a été évoqué d'ailleurs dans les auditions précédentes, auxquelles je rends hommage à titre personnel à Jean Leonetti et Alain Claes pour les auditions que j'ai trouvées particulièrement humaines, précises, nuancées et qui ont souligné le fait que laisser mourir et faire mourir étaient séparés d'une frontière extrêmement ténue et qui peut-être est celle qui oppose certains aux autres. Donc,
Nous avons donc rappelé avec Claudine Espert que, en ce qui concerne l'aide active à mourir, la première partie concerne la position que certains pays ont adoptée concernant l'euthanasie. Il a été rappelé de façon très ferme que l'euthanasie ne rentrait pas dans les champs du possible pour l'Académie nationale de médecine et qu'elle transgressait donc notre serment d'Hippocrate. Ceci a été largement soutenu. Ensuite, comme l'a dit Claudine Espert, nous avons travaillé sur ce que nous appelions à l'époque le suicide assisté, et elle a tout à fait eu raison d'insister sur le fait que ce terme est ambigu, que nous avons eu des auditions, bien sûr, de psychiatres, en particulier de psychiatres adultes, spécialistes des problèmes de suicide à répétition, qui, de par leur position et leur expérience professionnelle, étaient relativement heurtés par un certain nombre de dispositions qui pouvaient être prises, et donc le terme de suicide assisté pouvait être effectivement améliorable. Et je pense qu'effectivement, ce que vous avez dans le projet de texte de loi est tout à fait conforme à nos souhaits dans l'expression « aide à mourir ». Alors, en ce qui concerne les conditions d'accès introduites dans le projet de loi, elles recoupent de façon assez proche les conditions que nous avions proposées à l'époque dans notre texte. La personne doit être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade, qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale. Donc nous sommes tout à fait en phase avec cette définition. Et rajouter dans l'article 4 de ce projet de loi, présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection qui doit être réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Ça a été rappelé par Claudine Espert. Il est tout à fait évident que nous sommes très sensibles à la distinction entre les patients qui vont mourir. Et il est vrai que nous allons tous mourir, bien évidemment. Nous ne sommes pas là pour plaisanter sur ce sujet. Mais nous avons fait une distinction très claire entre les patients dont nous savons qu'ils vont mourir, et dans un avenir très proche, en tant que soignants, et les patients qui veulent mourir, ce qui est bien différent. Et donc, le champ des penchants suicidaires à répétition ou des pathologies psychiatriques complexes nous ont semblé être hors du propos de notre proposition, dans la mesure où, entre autres, les progrès thérapeutiques extrêmement récents et qui vont se poursuivre dans le champ de la psychiatrie adulte, nous laissent l'espoir d'essayer d'apaiser le désespoir et la souffrance psychique de ces patients. Je voudrais rappeler que, dans notre esprit, le suicide assisté ou l'aide à mourir, tel que défini dans notre rapport et dans le projet de loi, répond à une démarche d'exception. Et j'insiste énormément sur l'expression « exception ». C'est-à-dire que dans les pays actuellement que nous avons pu analyser, dont nous avons pu analyser les résultats, 1 à 5% des décès au maximum dans ces pays surviennent dans un contexte de demande d'aide à mourir, dont un tiers des patients, lorsqu'ils disposent d'une autorisation par les commissions compétentes, ne vont pas jusqu'au bout du processus. Et en particulier d'ailleurs en psychiatrie, où, semble-t-il, le fait de savoir que cette option est ouverte à certains patients suicidaires leur font renoncer à utiliser ce processus. Il s'agit donc de répondre à des situations tragiques mais exceptionnelles. La quasi-totalité des fins de vie ne relevant pas d'une aide active à mourir, qui reste ainsi dans le domaine très réservé de quelques individus par rapport à tous ceux qui vont décéder en France, ce qui s'élève environ à 780 000. Alors, je voudrais insister, puisque bien sûr nous avons écouté avec attention et intérêt les auditions précédentes de messieurs Jean Leonetti et de monsieur Alain Claes. Quelques questions ont été soulevées à l'occasion de ces auditions, et c'est la raison pour laquelle je me permets de revenir sur certains points. Le premier point qui n'a pas été abordé par les réflexions du comité d'éthique de l'Académie de médecine sont le problème de l'enfant. Et c'est un problème qui mérite en tant que tel et qui nous préoccupe beaucoup. Moi, j'ai exercé presque toute ma carrière dans un hôpital d'enfants, l'hôpital Trousseau à Paris.
très proche de l'onco-hématologie pédiatrique. Et donc, je suis tout à fait consciente de la problématique que représente l'application d'un tel projet de loi au champ de la pédiatrie. Ceci doit, à mon avis, tout à fait être non pas abandonné, bien évidemment, mais réfléchi dans un cadre bien spécifique et qui met en jeu un certain nombre d'intervenants que nous n'avons pas eu dans le cadre de nos auditions l'occasion encore de solliciter. Mais il me semble que ça n'est absolument pas un projet à abandonner. Vous savez que certains pays ont déjà légiféré sur la question avec un contexte juridique très précis. Et je pense que c'est un problème dont la porte ne doit pas être fermée, absolument pas. Je voudrais aussi aborder ici le problème des dérapages. J'ai effectivement été sensible à certains arguments. J'essaie de vous appeler, j'ai plus de son. C'est difficile, je crois, mais bon. Nous avons été sensibles à des arguments présentés par certains d'entre vous concernant les possibles dérapages de cette disposition nouvelle. Et je dois tout de même vous dire que nous avons bien sûr été très attentifs à l'analyse des expériences qui ont pu être relatées dans les pays où ces lois sont déjà appliquées, euthanasie plus ou moins suicide assisté, puisque dans certains pays, les deux sont applicables. Et dans la littérature que nous avons étudiée, et qui est en fait le seul point pour nous de réflexion fiable et rigoureuse, c'est la littérature scientifique, nous avons pu effectivement constater qu'il peut y avoir des controverses concernant essentiellement des patients qui ont demandé une aide active à mourir dans le cadre de pathologies psychiatriques. Dans la raison où l'évaluation a posteriori de la décision qui avait été prise par les médecins qui avaient accepté le geste d'aide active à mourir était contestée a posteriori par des collègues de même spécialité. Ceci nous amène à considérer que nous n'allons pas aborder le champ de la psychiatrie, donc ça sera vraisemblablement un peu plus facile d'écarter ces dissensions d'appréciation entre différents médecins sur la situation réelle au tenté d'un patient qui demande une aide active à mourir. J'insiste aussi sur le fait que si dérapage il est tout à fait indispensable dans toutes les organisations de soins que nous pourrons éventuellement envisager qu'un suivi, non seulement après une évaluation a priori des dossiers avec un collège qui décidera de l'acceptation ou non de la demande du patient, un suivi a posteriori de l'évolution des caractéristiques, des demandes qui ont été faites, des contextes pathologiques des patients qui ont demandé cette aide active à mourir, les conditions d'accès à cette demande, etc. Et le suivi et le retour des proches est extrêmement important à nos yeux. Donc ça, c'est pour répondre au problème du dérapage et aussi pour rappeler qu'à notre connaissance, dans le champ de ce qui va être appliqué si ce projet de loi est voté, c'est-à-dire les conditions d'accès que nous avons énoncées tout à l'heure, nous n'avons pas eu le retour de pays étrangers d'un dérapage dans ce contexte-là. Je voudrais recirconscrire le dérapage au problème de la psychiatrie. Enfin, il me semble opportun de rappeler ici le grand respect des médecins français au regard de leurs obligations légales et réglementaires, qui, je n'en doute pas, accompagneront éventuellement ce projet de loi, puisqu'il sera évidemment extrêmement important que le cadrage soit rigoureux. Et j'en veux pour preuve l'expérience de l'IVG et de la PMA, l'assistance médicale à la procréation. L'évocation de l'IVG, qui est un problème qui m'a concernée très régulièrement dans mon exercice professionnel, ainsi que l'interruption médicale de grossesse, nous semble être un exemple du fait que les médecins, dans leur grande majorité, quelle qu'ait été leur position par rapport à ces décisions qui étaient extrêmement clivantes également au moment où les premières lois ont été votées, les médecins français ont été rigoureusement respectueux des directives qui leur avaient été données et de la loi. Donc je pense que ce n'est pas le corps médical, j'en suis convaincue, qui sera à l'origine de dérapages
incontrôlée ou incontrôlable dans le cadre de cet exercice qui, je le rappelle, reste exceptionnel et qui engage bien sûr non seulement la responsabilité de chaque médecin, mais aussi sa conscience professionnelle. L'évocation de l'IVG me conduit enfin à conforter ici, bien que nous n'ayons pas débattu de façon formelle au moment où le texte de l'Académie a été proposé, mais ceci a posteriori, nous conduit à conforter le principe du délit d'entrave qui est envisagé dans le projet de loi. En effet, sans remettre en question, bien sûr, la clause de conscience qui est prévue, et dans le respect des positions de chaque médecin, l'expérience de l'IVG, où un temps très long s'est passé entre le vote de la loi en 1975 et le vote du délit d'entrave en 2017, nous a conduit à observer des complications très douloureuses pour un nombre important de femmes. Afin d'éviter de réitérer cette expérience malheureuse, il nous semble opportun d'envisager conjointement un cadre défini par ce projet de loi, au cadre défini par ce projet de loi, un délit d'entrave qui lui soit affecté dans le même temps, sans attendre. Ensuite, et pour finir, j'ai évoqué avec vous le problème du suivi de ces dossiers. Nous l'avons évoqué à multiples reprises. Je crois que dans le projet de loi, il y a des éléments qui sont satisfaisants à cet égard. Et donc, nous aurons peut-être à l'occasion de la discussion, Monsieur le Président, l'occasion de revenir sur quelques recommandations de l'Académie de médecine qui n'ont pas été citées par Claudine Espert. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Éléphant. Merci, Mesdames. Nous allons donc maintenant passer aux questions de nos rapporteurs. Et je vais commencer à donner la parole à Christine Bonfanti-Dossat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour... oui, je l'écoute après. D'accord. Alors, vous avez déjà répondu à ma première question qui est... Je voulais donc vous poser la question sur la notion de phase avancée ou terminale qui avait donc été retenue par rapport au texte du gouvernement qui visait un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Vous avez donc dit que c'était une vraie avancée. Cependant, Madame Espert a relevé une insuffisance d'information à la fois pour les professionnels et pour le public. Donc, je voulais savoir comment pallier à cet état de fait qui est quand même un peu inquiétant. Madame Éléphant, vous avez parlé de démarche d'exception, que cela était une démarche d'exception et devrait le rester. Et vous avez parlé de dérapage, simplement pour vous dire qu'hier, nous avons reçu des personnes qui nous ont parlé de ce qui se passait dans leur pays. Et j'ai été un peu surprise par Monsieur Bourg, qui est aux Pays-Bas et qui nous disait que là-bas, aux Pays-Bas, c'était devenu une tendance culturelle. Ensuite, je veux vous entretenir sur le fait que vous avez fait une différence claire entre l'assistance au suicide, qui pourrait, selon vous, entrer dans la loi, mais cependant dans un cadre très strict et très encadré, et l'euthanasie, que vous rejetez totalement, puisque Madame Espert nous a dit, et nous le savions, que c'était contraire au serment d'Hippocrate et que, bien entendu, vous considérez que l'euthanasie n'était pas un souhait. Dans votre avis, vous avez écrit « Il n'y a aucune assurance que le choix de l'euthanasie puisse concourir à mieux mourir en l'absence d'un engagement des soins palliatifs, seul capable d'apporter l'accompagnement humain requis. » Vous avez, Madame Espert a dit que c'était un prérequis. Alors, je vous poserai deux questions. En quoi, à l'inverse de l'euthanasie, l'assistance au suicide vous paraît pouvoir concourir à mieux mourir à l'absence de développement de soins palliatifs? Et enfin, quelle modification l'Académie appelle-t-elle de ses voeux dans l'écriture du texte de la PPL? Je rappelle qu'il inclut aujourd'hui tant l'assistance au suicide que l'euthanasie. Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre dernière question, Madame, excusez-moi. Oui, je vous demande quelle modification l'Académie, donc vous, vous appelez de vos voeux dans le texte de l'écriture de cette PPL, puisqu'aujourd'hui, dans le texte, il y a et à la fois le suicide assisté ou l'assistance au suicide et l'euthanasie. Okay. Très bien. Je vous propose peut-être, Madame Espert, de répondre dans un premier temps et Madame Éléphant en complément. Je vais répondre sur comment mieux informer, la première question que vous avez posée, Madame.
Alors, dans le projet de texte, il est prévu effectivement une campagne d'information, je crois, annuelle ou biannuelle, 2 fois. Moi, je pense qu'en la matière, on pourrait vraiment se baser sur ce qui se passe pour le don d'organes et pour ce qui est effectué par l'Agence de la biomédecine. L'Agence de la biomédecine a mis en place toute une distribution de documents d'information dans les pharmacies, dans les mairies, dans les études de notaire. On peut faire la même chose sur les directives anticipées, par exemple. Informer l'assistance publique hôpitaux de Paris à une certaine période avait édité 2 brochures sur les directives anticipées. C'est un bon exemple, l'une pour les professionnels et l'autre pour les patients, en expliquant ce que constituent les directives anticipées. Ça peut être reproduit sur les autres sujets, bien entendu. Donc, je crois qu'il faut viser très large en la matière pour informer nos concitoyens sur leurs droits en la matière, sur les droits qu'ils acquerront en la matière, les directives anticipées étant le premier pas, finalement, dans la réflexion qu'on devrait tous avoir. Donc ça, c'est un point, et je pense que le projet de texte, vous disiez qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut modifier, je crois qu'il faudrait élargir cette campagne de communication et vraiment aller beaucoup plus loin. Ça, c'est un premier point. Alors ensuite, sur votre dernière question, l'assistance au suicide et en quoi les soins palliatifs et l'accompagnement et les soins palliatifs permettraient de mieux mourir par rapport donc au suicide assisté, si les soins palliatifs étaient mis en place. Alors nous sommes très fermes sur ce plan au niveau de l'Académie. Il est certain qu'on ne peut pas masquer l'insuffisance de soins palliatifs actuels en mettant en place l'aide à mourir hors euthanasie, uniquement par la prescription d'un produit. Non, ça serait occulter des lacunes considérables dans notre pays. Donc, il faut absolument qu'il y ait une première démarche vis-à-vis des patients. On met en place un accompagnement des soins palliatifs qui, enfin, sont accessibles à tous, à toutes les personnes qui sont en fin de vie, quel que soit leur stade. Et puis, on complète éventuellement par une aide à mourir. Mais surtout pas l'aide à mourir sans l'accompagnement et les soins palliatifs. Et c'est pour cela qu'en terminant mon intervention, je disais qu'il y a 2 textes, mais il faut surtout que les mesures concernant le texte accompagnement et soins palliatifs, c'est-à-dire la formation des professionnels, l'information du public, s'appliquent au second texte sur l'aide à mourir. Ça me paraît tout à fait majeur. Alors peut-être, Elisabeth, sur Monsieur Bourg et les Pays-Bas, tu veux répondre ou tu veux que je dise un mot? Elle va répondre. Je vais répondre rapidement. Merci, Claudine. Je vois très bien sur les chiffres qui sont fournis par les Pays-Bas qu'il y a une augmentation de la demande de patients dans des conditions qui sont qui peuvent être considérées comme élargies, bien sûr. Et c'est une tendance qui, à mon avis, dans l'immédiat, sans de jugement particulier, me laisse à penser que la connaissance de l'accès à l'aide active à mourir aux Pays-Bas fait tache d'huile, si j'ose dire, c'est-à-dire que la prise de conscience de la population générale de cet accès qui est possible fait son chemin alors que jusque-là il ne l'était pas. Et je ne pense pas qu'il faudrait voir en stabilisant les chiffres sur quelques années, puisqu'il est vrai que la législation hollandaise a voté cette loi de mémoire en 2001, tant que je me souvienne, en 2005 pour les enfants, et que au fur et à mesure de l'évolution précisément de la connaissance, à mon avis, de cette disposition au sein de la population hollandaise, un certain nombre de patients, ce d'autant que en Hollande, la psychiatrie fait partie des indications possibles pour la psychiatrie adulte. Je ne sais pas où ils en sont exactement sur la psychiatrie des enfants, mais je ne suis pas loin de penser qu'il y a quelques cas de jeunes mineurs qui relèvent aussi de cette demande, avec évidemment, à mon avis, des soucis extrêmement délicats. Mais ça, c'est un autre débat pour le moment. Mais je pense que l'accès des patients qui souffrent de pathologies psychiatriques doit
à mon avis, faire partie de l'augmentation importante du nombre et des effectifs de ces patients. Maintenant, culturel, je ne sais pas répondre à cette question dans la mesure où c'est un pays où un certain nombre de dispositions sociétales ont été prises de longue date, bien avant le nôtre, et où la disposition du corps social vis-à-vis d'un certain nombre de concepts et de principes est un peu différente du nôtre. Donc la question, elle est effectivement de savoir culturellement qu'est-ce qui fait qu'il y a un élargissement peut-être des demandes, voir si cet élargissement est recevable, parce que la question, elle est bien là aussi, de savoir si face à ces demandes dans les commissions régionales qui sont mises en place aux Pays-Bas, est-ce qu'on voit qu'effectivement ces demandes sont toujours dans le cadre de la loi ou elles commencent à s'appliquer à des situations qui transgressent le cadre de leur loi. C'est une question effectivement très importante, mais je ne peux pas répondre à l'aspect évidemment culturel et sociétal. Mais je vais quand même vous faire une confidence, c'est que ma mère est hollandaise et elle est décédée maintenant, mais je sais de tradition familiale qu'effectivement, de par effectivement un clivage aussi, comme vous le savez, religieux en Hollande entre les protestants et les catholiques, il y a des évolutions sociétales qui sont très poussées par la partie protestante de la population et qui donnent un certain mouvement en fait social à ce pays, qui n'est pas exactement le nôtre. Très bien. Bien, nous allons peut-être passer maintenant à l'intervention du deuxième rapporteur, Alain Milon. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour l'ensemble de vos apports de ce matin. Je voudrais d'abord commencer par une phrase que j'ai relue. Par une phrase que j'ai relue ce matin. Je n'ai pas complètement en tête, alors je vais vous la lire. Comment puis-je blâmer le vent pour les désordres qu'il a causés si c'est moi qui ai ouvert la fenêtre? Ensuite, je voudrais vous poser deux ou trois observations. D'abord, ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'un doux euphémisme de parler de l'aide active à mourir plutôt que du suicide assisté et de l'euthanasie? Ensuite, Madame Espert a parlé de l'humilité. Je crois que c'est une qualité essentielle de la grandeur humaine. Je pense malheureusement qu'elle est très peu partagée, et surtout dans le monde politique. Et puis, enfin, je voudrais revenir sur les soins palliatifs. Vous avez raison, Mesdames, sur les soins palliatifs, je crois que c'est l'essentiel. Il faut véritablement que dans les soins palliatifs, le malade, dès le diagnostic, soit accompagné par les équipes de soins palliatifs jusqu'à la fin, s'il y a une fin, à la suite de sa maladie. C'est véritablement là que se trouve la vraie solution. Les soins palliatifs sur l'ensemble du territoire et dès le diagnostic de la maladie. Maintenant, je vais vous poser deux questions. L'Académie donc a écrit dans son avis qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'un pronostic vital est engagé de façon inexorable, et moins encore de pronostiquer son échéance, compte tenu des incertitudes liées à l'évolution des maladies et à l'émergence de nouvelles thérapeutiques. Ne risque-t-on pas de laisser mourir des personnes trop vite sans leur laisser la possibilité d'accéder à ces nouvelles thérapeutiques? Plus largement, c'est par la constatation des effets en vie réelle des thérapies innovantes sur des personnes atteintes de maladies incurables que la recherche en la matière peut progresser pas à pas. Tant de maladies, parfois incurables, peuvent désormais être soignées grâce au progrès de la science. Je pense particulièrement aux leucémies aiguës, au lymphome et au lymphoblastique. En précipitant le décès des malades, ne ferait-on pas obstacle à l'amélioration ou à la découverte de traitements qui permettraient de rendre curables des maladies qui aujourd'hui ne le sont pas? Et puis, deuxième question, dans l'avis qu'elle a rendu sur la question de l'aide à mourir, l'Académie de médecine a exigé notamment d'encadrer les prises de décision concernant l'assistance au suicide par une évaluation, préalable, réactive et répétée, rigoureuse, collégiale et multiprofessionnelle. L'article 6 de la proposition de loi prévoit que le médecin à qui parvient une demande d'aide à mourir réunisse un collège composé à minima d'un médecin spécialiste de la pathologie n'intervenant pas évidemment dans le soin, d'un auxiliaire médical ou aide-soignant pouvant être complété par d'autres professionnels. Il revient ensuite au médecin saisi de la demande de statuer.
Les modalités retenues à ce stade vous semblent-elles satisfaire les exigences de l'Académie de médecine en matière de collégialité et de pluriprofessionnalité? Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame Espert dans un premier temps. Oui, sur votre première réflexion concernant l'euphémisme qu'il y a à ne pas parler de suicide assisté et parler d'aide à mourir, c'est vrai que probablement c'est un euphémisme, mais néanmoins, ça permet tout de même d'y différencier deux situations, qui est l'aide à mourir, c'est-à-dire la personne qui va mourir, avec toutes les difficultés de prévision du moment, etc., mais quand même qui va mourir, de celle qui demande la mort, qui veut mourir. Alors je crois que pour éviter une ambiguïté dans les termes, il est beaucoup plus sage de ne pas utiliser le mot de suicide, mais d'utiliser l'expression aide à mourir. Alors je vous indiquais que lorsque nous avons travaillé à la vie, nous avons employé l'expression suicide assisté. Ça montre que les réflexions n'étaient pas suffisamment avancées encore il y a 2 ans, mais nous nous rendons tout à fait compte que l'expression aide à mourir est nettement préférable, même si c'est un euphémisme. Donc voilà un point. Alors évidemment, accompagner dès le début, on ne peut que souscrire, c'est certain, c'est vraiment toute la trame, tout le fil de notre avis. Sur l'aspect multidisciplinaire, nous avons affirmé la collégialité, mais attention, nous ne sommes pas rentrés dans un détail très important. Nous avons essayé de tracer des lignes, mais la collégialité, nous avons raisonné en éthique, mais pas en organisation du processus. Donc là, bien entendu, on s'en reporte au texte, et en l'état, sur ce plan-là, il nous paraît satisfaisant. Donc voilà ce que je peux répondre à Monsieur Milon. Merci beaucoup. Madame Éléphant, je vous donne la parole. Oui, je vais très rapidement compléter les réponses de Claudine Espert. Pour dire que le mot suicide est quand même un mot qui a un sens extrêmement lourd, que la démarche des patients entre ceux qui ont des tendances suicidaires répétées dans le cadre de maladies psychiatriques et ceux qui constatant et partageant le constat avec les médecins surtout que leur état est inexorablement voué à un décès dans des conditions qui peuvent être extrêmement tragiques, ne sont pas dans les mêmes situations. Donc, ce sont des gens qui appellent à mourir, qui souhaitent mourir, souhaitent pas se suicider au sens où leur vie jusque-là leur a causé des troubles qui justifient un désespoir tel que malgré les traitements, ils souhaitent y mettre fin. Je pense que ce sont des sujets, des patients qui veulent vivre. C'est la grande différence. Donc, appeler un geste aussi douloureux pour les patients et leur famille, ce geste, l'assimiler à un suicide qui est celui de patients qui ne tolèrent plus leur situation de vivant, qui est bien différent, me semble être quand même relativement agressif, si je peux utiliser cette expression. Et je suis tout à fait d'accord avec la remarque qu'a faite Claudine, c'est qu'à l'époque, nous avons utilisé ce terme, mais en fait, il n'est pas approprié. Et sincèrement, Oui, au plan humain, je pense qu'il est tout à fait préférable d'utiliser le terme qui est indiqué dans le projet de loi. En ce qui concerne les soins palliatifs, donc je pense que ici nous sommes tous d'accord. Alors je reviendrai sur ce que vous avez évoqué concernant la recherche. La question est de savoir, je vais être assez brutale. La question est de savoir, est-ce que vous pensez, je crois que vous êtes médecin, est-ce que vous pensez qu'il est licite de tenir en vie des personnes qui sont au bout de leur existence pour continuer à faire des recherches sur elles? C'est la loi Léon-Denis. Oui, mais dans l'immédiat, je vois, moi, sur le plan vraiment humain, je ne sais pas parce que je suis médecin, tout simplement, je suis un être humain, je pense que, et pour avoir beaucoup côtoyé des personnes en fin de vie, et jeunes en particulier,
que ça n'est de toute façon pas, je pense que votre idée n'est pas une mauvaise intention, évidemment, à l'endroit de ces patients qui vont disparaître prochainement. Mais je pense qu'en termes tout simplement de cadre de la recherche médicale, ce ne sont pas ces patients-là qui sont les plus, entre guillemets, utiles à la recherche médicale pour faire progresser les thérapeutiques. On ne fait pas des essais cliniques chez des patients qui ne peuvent pas se mettre debout. On ne fait pas de recherche clinique sur des patients qui ont un état général qui interdit toute conclusion applicable à d'autres patients dont l'état est bien meilleur. Donc, il est évident que ces patients-là, personne n'y touchera et ils ne seront pas contributifs, ils ne feront pas perdre de chance à la recherche médicale si leur décès peut être avancé du fait de leur volonté à eux survient. Donc je pense qu'on ne peut pas résumer la situation d'une forme d'accélération du processus du décès voulu par certains patients en état extrême à une perte de chance pour l'humanité à venir en termes de recherche clinique et de progrès thérapeutique. Non, non, pas du tout. Merci, madame. On va continuer. Je donne la parole à Jocelyne Guidez. Merci, Monsieur le Président. Merci, mesdames. Moi, je voudrais vous poser cette première question sur l'article 4 de la proposition de loi qui prévoit la mise en œuvre d'un droit opposable aux soins palliatifs avec une possibilité de recours devant le juge administratif. Sachant que depuis 1999, la loi prévoit déjà que toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement, en l'absence de solution de soins palliatifs à la hauteur des besoins sur le territoire. Cette disposition, qui part d'une bonne intention, ne risque-t-elle pas de se transformer en incitation à l'aide à mourir ? Par ailleurs, une personne vulnérable, atteinte d'une maladie grave, va-t-elle vraiment interpeller la justice pour que lui soit offerte une place de soins palliatifs alors même que l'offre est structurellement défaillante ? N'y a-t-il pas un risque d'effet d'annonce ? La deuxième question, c'est sur le texte qui prévoit de remplacer l'appellation de soins palliatifs par la notion plus englobante d'accompagnement et de soins palliatifs. L'accompagnement viserait à prendre en compte les soins de support, comme l'aide à une activité physique adaptée ou encore des soins de confort, comme la musicothérapie par exemple. Quelle analyse faites-vous de cette évolution sémantique ? Vous semble-t-elle pertinente et assez précise ? Quelle place doit être accordée à ces soins dans l'accompagnement des malades ? Et ma troisième question, plusieurs dispositions de ce texte viennent à dissocier soins palliatifs et fin de vie. Je cite notamment la mise en place d'un plan personnalisé d'accompagnement à l'annonce d'une affection grave. En effet, le soulagement de la douleur doit pouvoir intervenir à tout moment de la maladie, si nécessaire, et pas seulement au dernier moment. On peut d'ailleurs regretter le manque de culture palliative dans notre société et parfois même au sein du corps médical. Comment mieux intégrer les soins palliatifs dans la prise en charge des malades ? La création des maisons d'accompagnement à l'article 10 vous semble-t-elle contribuer à cet objectif ? Comment mieux diffuser la culture palliative auprès du corps médical ? Plus largement, pensez-vous que le regard de la société sur ce type de soins a évolué ? Enfin, je remercie Madame Éléphant d'avoir abordé, même succinctement, des soins palliatifs chez les enfants. Ça me semble, en tous les cas, moi j'y suis très attentive et ça me semble très important. Il y a un vrai manquement dans la loi et pour moi, il me semble qu'il est important de l'aborder et de ne pas l'occulter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Espert, je vous laisse répondre. Oui, merci. Alors, je vais répondre déjà sur la première question, c'est-à-dire le recours à la justice pour les soins palliatifs qui seraient insuffisants. Alors, je dois dire que là, je suis extrêmement perplexe. Quand j'ai lu cela, moi je suis juriste, je suis professeur de droit, j'ai beaucoup pratiqué tout cela. Je suis frappée depuis environ 10-15 ans par la croissance des affaires de fin de vie qui viennent devant la justice. C'est-à-dire des contestations de la part de patients, soit d'une décision d'arrêter les soins, soit à l'inverse d'une décision de poursuivre les soins. Et je pose la question, qu'est-ce que ça apporte aux familles d'aller devant le juge? Je trouve ça terrible, quand on a une personne qui est en fin de vie, qu'on est obligé de saisir le juge.
Vraiment, le recours à la justice, moi, me laisse totalement perplexe et j'ai envie de vous dire que je préférerais que ce ne soit pas dans le texte. Par contre, après, c'est la pratique sur le terrain, c'est la mise en place enfin dans notre pays de soins palliatifs avec un accès pour tous. C'est des unités de soins palliatifs dans tous les départements français. C'est une formation des professionnels, etc. etc. Donc voilà, hein, voilà pour ce premier point. Alors après, les maisons d'accompagnement qui sont en quelque sorte des maisons où à la fois les patients et leurs familles, leurs aidants, leurs proches pourraient en quelque sorte se reposer un moment. Je pense que l'idée est très bonne parce que Dieu sait si lorsqu'on est accompagnant d'une personne en fin de vie, c'est difficile, c'est lourd, surtout en cas de maladie chronique, etc. Mais il y a 2 points. D'abord, je pense que ça appelle des moyens considérables. Alors, est-ce qu'on est en mesure de les mettre en place pour que là aussi, il y ait un accès équitable dans tout le pays? Ça, c'est une première question majeure. Est-ce qu'il faut isoler ces maisons ou essayer de les intégrer à des établissements déjà existants pour justement financièrement y arriver plus facilement? C'est une question. Et puis, j'ai une deuxième remarque sur ces maisons d'accompagnement. Attention à la financiarisation. Vous savez qu'on a un phénomène de financiarisation formidable en ce moment sur des domaines entre guillemets qui rapportent, la biologie, etc. Attention que ces maisons ne soient pas aussi la mainmise en quelque sorte pour des personnes qui en auraient les moyens, et c'est souhaité évidemment par beaucoup de familles, et ceux qui ne peuvent pas du tout le faire. Donc c'est un risque que je souligne sur ce point. Voilà, donc ça c'est 2 points. Peut-être je laisse Elisabeth, puis je reprendrai la parole si c'est utile, sur le plan d'organisation des soins, le plan personnalisé. Alors, merci Claudine. Et la musicothérapie, oui. Les soins de support dans l'accompagnement. Très bien, merci. On donne la parole à Madame Éléphant. Merci, Monsieur le Président. Je vais compléter, mais très succinctement, ce que vient de dire Claudine Espert. En ce qui concerne l'effet d'annonce, je partage votre point de vue, je dois le dire, mais il est évident que je voudrais recadrer aussi le cadre de ce débat par rapport à notre travail. Nous avons travaillé une fois de plus en 2023. Il y a un certain nombre de choses nouvelles qui apparaissent dans les textes de loi qui nous sont soumis et pour lesquels nous n'avons pas rediscuté collégialement au sein de l'Académie et au sein du comité d'éthique. Je tiens à dire qu'il y a certaines prises de position, et il faudra que nous le disions chacune, qui sont personnelles et qui ne représentent pas l'Académie nationale de médecine. Je tiens à être extrêmement en accord avec et en transparence avec ça. Alors, en ce qui concerne donc les soins d'accompagnement aux malades, je pense qu'effectivement, il y a une culture qui existe déjà dans un certain nombre de services, en particulier en oncologie, où il existe des petites parties des services qui sont dévolus à la fin de vie de certains malades, qui sont pris en charge par l'équipe médicale qui a suivi les patients jusque malheureusement à leur décès, en les accompagnant, en appliquant la loi Claes-Leonetti depuis 2016. Ça existe, il y a des petites unités, il y a toujours dans les services où les patients ont des pathologies lourdes, enfin autant qu'on puisse, que j'ai pu en juger dans ma carrière, des espaces qui peuvent accueillir les familles. C'est plus ou moins facile et c'est beaucoup plus difficile qu'en pédiatrie où ça c'est bien rentré précisément dans les exercices et l'organisation logistique des chambres des patients, etc. Et de la présence de non-soignants dans les hôpitaux que sont les accompagnants, en particulier pour les enfants c'est assez facile, mais pour des adultes c'est plus compliqué. Mais ça existe d'autre part et je pense que la voie vers l'intégration d'unités de cette nature dans les services de soins de pathologies lourdes adultes qui se traduisent par des décès relativement importants, tout ce qui relève évidemment de la cancérologie en particulier, peuvent être, et ça permettrait de sensibiliser les médecins à l'accompagnement palliatif qui commence dès la prise en charge normalement d'un patient,
et pas seulement au moment où il va mourir. C'est là où il est important que ça puisse rentrer, comme vous l'avez évoqué, dans la culture des jeunes médecins qui sont formés actuellement, que cette partie-là ne soit pas reléguée à un fond de scène où personne ne veut mettre le nez, mais que ça soit effectivement un accompagnement qui soit intégré dès le début, mais comme dans beaucoup de services, c'est déjà fait dès la prise en charge des patients. Et je pense que j'ai un tout petit peu plus de difficulté à comprendre l'organisation des maisons d'accompagnement. Autant je trouve que dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, dans la continuité des soins prodigués par une équipe qui connaît bien ces patients et dont les patients connaissent bien l'équipe médicale, me semble relativement intéressante à essayer d'organiser, ce qui n'est pas évident. Donc des petites unités de soins palliatifs qui pourraient éventuellement être proches donc des services. Les unités de soins palliatifs en tant que telles, bien évidemment, hors de question de les remettre en question. Et évidemment, nous sommes très soutenants sur une politique de développement de ces services sur le territoire et en particulier dans les 19 départements où il manque. Et parallèlement, les maisons d'accompagnement, Claudine Soubrier Espère a évoqué la financiarisation, non seulement dans l'accès financier des familles aux dépenses liées à ces maisons, mais aussi à l'organisation de ces maisons. Puisqu'on voit très bien qu'en médecine et en biologie, il y a un certain nombre d'activités de soins qui sont maintenant, en particulier en biologie, éventuellement en radiologie, sous la coupe de fonds d'investissement qui s'intéressent, comme les EHPAD, à éventuellement monter ce genre de structure dans un objectif qui pourrait être purement financier et spéculatif. Et ça nous concerne évidemment au plus haut point. Donc les dérives sont possibles. Musicologie, tout type d'activité, évidemment, on ne va pas dire non, puisque ça permet à certains patients en fin de vie d'avoir recouvrir un petit bien-être, en fait, au milieu de la vie difficile qu'ils vivent. Et donc, voilà, je m'arrêterai là pour la réponse à vos questions, madame, et merci d'avoir... Est-ce que madame Espert, vous voulez compléter l'intervention? Non, je pense que Elisabeth a dit l'essentiel. Non, très bien. Je crois qu'il faut faire très attention à la financiarisation éventuelle des maisons d'accompagnement. Très attention. Très bien. Alors, maintenant, nous allons donner la parole. Il y a 2 sénateurs qui ont demandé une prise de parole. Je vais commencer par Annie Louérou, qui est à gauche. Alors, on attend que le téléphone arrive. Non. Oui, moi, je voulais poser une question sur votre avis sur les directives anticipées. Vous avez dit que vous preniez acte des textes précédents Claes-Leonetti qui donnait une place assez importante aux directives anticipées. Donc, quel avis et quelle analyse vous faites de l'application de celle-ci dans le cadre donc de la loi, et quelle appréciation vous avez aujourd'hui sur la manière dont elles sont considérées dans ce texte présenté ici, et qui suppose la pleine conscience et la demande réitérée au moment de l'acte de l'aide active à mourir. Et puis, votre avis sur, et c'est lié aux directives anticipées, aux maladies neurodégénératives qui sont évoquées dans le texte, notamment à l'article 6. Et donc, j'aurais aimé avoir votre avis sur ces 2 points. Merci. Merci beaucoup. Et je donne la parole enfin, parce qu'on va prendre deux séries, à Corinne Habert. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour vos interventions. Alors, j'aurais une remarque et 2 questions. D'abord, la remarque, merci d'avoir abordé le sujet du risque de financiarisation avec les dérives possibles. J'y ajouterais, alors, peut-être le risque aussi, si un texte était voté pour l'aide à mourir, du retrait de certaines associations qui gèrent aujourd'hui, associations à but non lucratif, qui gèrent aujourd'hui des établissements sociaux, médico-sociaux, qui accueillent des personnes handicapées, qui accueillent des personnes âgées, et qui, par conviction, à la fois de leurs responsables et à la fois des familles et des résidents, pourraient se retirer de ces établissements sociaux et médico-sociaux, qui, du coup, deviendraient
des opportunités pour des acteurs de la financiarisation de racheter ces établissements, peut-être pour en faire des maisons d'accompagnement, avec toutes les dérives que vous avez, en tout cas, évoquées. Voilà, ça, c'était la remarque. Les questions, elles concernent d'abord Madame Espert. Professeur, vous êtes professeur de droit, vous l'avez rappelé. L'Académie de médecine invite à exclure le handicap. Et je partage votre prise de position. Je vous avouerai que lors d'une audition il y a 2 ans sur le même sujet, nous avions reçu des philosophes. Et l'un d'entre eux avait dit de façon assez simple et franche, favorable bien sûr à un texte en faveur de l'aide à mourir, et on parlait à l'époque d'aide active à mourir, en disant je vois 3 grands publics qui pourraient demander cette aide active à mourir. Il avait cité en premier les personnes lourdement handicapées, en deuxième les personnes d'extrême vieillesse, et en troisième les personnes atteintes d'une maladie incurable. Je vous avouerai que son intervention avait suscité quelques émois. Donc, appeler à exclure le handicap. Et d'un autre côté, pour ça que je vous adresse à vous, Madame professeure de droit, bien évidemment, depuis des années, nous défendons le droit des personnes handicapées. Comment, à un moment donné, sur le plan constitutionnel, on pourra exclure un public handicapé d'un droit qui sera inscrit dans la loi? C'est une question. J'entends bien la conscience des personnes qui demanderont l'aide à mourir, mais tout de même, est-ce que ce n'est pas un peu simple de dire on exclut le handicap, alors que le handicap, il a plusieurs formes? Deuxième question, pouvez-vous nous confirmer, alors je reprends, excusez-moi, le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui, et je fais référence à l'article 4 et aux conditions d'accès à l'aide à mourir. Pouvez-vous nous confirmer que les conditions d'accès telles que le texte aujourd'hui les détermine satisfait l'Académie de médecine, avec une interrogation en ce qui me concerne, quand je lis le texte, le texte dit « présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection », voilà. Et à la fin de l'alinéa, une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Voilà. Alors on peut considérer que c'est le « ou » inclusif au sens mathématique, « ou » et, mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans la rédaction actuelle? Alors je rentre dans le détail, mais dans la mesure où vous avez dit, me semble-t-il, que les conditions d'accès vous convenaient, je voulais avoir confirmation de tout cela. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et la dernière intervention, qualifiée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour cet exposé très clair. Oui. Merci, Mesdames, pour cet exposé particulièrement clair. Et je voulais souligner le risque de financiarisation. Vous l'avez très bien évoqué. Ma question à l'Académie, qui comporte des philosophes aussi, est-ce que les croyances religieuses ont été abordées dans la critique de ce texte? Merci. Merci bien. Rien que cette dernière question pourrait nous prendre toute la journée. Nous allons maintenant donner la parole à Madame Espert pour qu'elle puisse répondre dans un premier temps. Madame Espert, c'est à vous. Oui, merci. Alors, sur les directives anticipées, quelle place? Alors déjà, je vous dirais que en dehors des questions de fin de vie, nous devrions tous nous interroger à un moment ou à un autre de notre vie sur l'expression de notre volonté pour la suite. Que voulons-nous pour la suite de notre... Moi, je l'apprenais à mes étudiants âgés de 20 ans, 21 ans. Ça me paraît essentiel. Ce n'est pas l'obligation d'écrire ces directives tout de suite, mais au moins d'y réfléchir. Et c'est vrai que les campagnes de communication dont on parlait tout au début de notre débat devraient porter là-dessus. Habituer nos concitoyens à réfléchir à ces questions-là. Pas d'obligation de rédiger, mais réfléchir. Alors après, la place des directives anticipées dans tous nos débats concernant la fin de vie, on a beaucoup mis l'accent dans notre avis sur la lucidité de la personne. Nous n'avons pas débattu au sein de l'Académie de la place précise des directives anticipées dans ce contexte-là. Donc je dis bien que ce que j'exprime, c'est à titre personnel. Il est certain que quand il y a une incertitude sur l'issue fatale, sur la volonté de la personne, l'existence de directives anticipées peut probablement aider l'équipe collégiale à se faire une opinion, à adopter une certaine position.
Mais attention, les directives anticipées, selon moi, je dis bien à titre personnel, ne peut pas remplacer la lucidité de la personne au moment où il s'agit de la prescription létale. Donc attention à ce point-là. Attention à ce point-là. Les directives anticipées ont évidemment leur importance. Bien entendu, ce n'est pas du tout nier cette importance, mais je pense qu'il faut être prudent sur ce point-là. Alors, vous m'interrogez aussi sur comment exclure le handicap. Alors, ce n'est pas du tout une question au plan du droit sur lequel nous avons débattu à l'Académie, hein. Ce n'est pas du tout notre rôle. Mais je réponds tout de même avec ma casquette plus personnelle. Prenons ce qui s'est passé pour la recherche clinique, les essais thérapeutiques, les essais sur l'homme. On a prévu des situations différentes selon les catégories de personnes. La femme enceinte, la personne détenue, le mineur, etc. Donc, vous voyez que le législateur, dans ce cadre-là, a bien identifié certaines catégories de population sur lesquelles on ne fait pas la même chose que pour d'autres catégories. Donc, moi, j'adopterais la même situation. Ça ne me semble pas irrégulier au plan du droit. Donc, voilà la réponse à 2 questions. Alors, les risques de la financiarisation des associations qui se retireraient, enfin, je dois dire que c'est une question qui n'a pas relevé de l'Académie de médecine, hein, bien entendu. On ne s'est pas prononcé sur l'organisation des soins, sur les modifications que cela peut entraîner. Nous avons raisonné au regard des principes éthiques que j'ai rappelés, mais pas sur ces questions d'organisation sanitaire à mettre en place. Et j'ai envie de faire la même réponse pour les croyances religieuses. Nous avons auditionné, nous avons débattu, mais nous avons débattu au regard des 4 grands repères éthiques que j'ai cités au début de mon intervention, qui incluent bien entendu les croyances religieuses de chacun. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Éléphant. Je vous laisse compléter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Claudine. Je vais peut-être remonter dans le sens antéchronologique et commencer par la dernière question. Je vous rappelle que le comité d'éthique de l'Académie nationale de médecine est composé exclusivement d'académiciens. Nous ne sommes pas comme... Nous faisons des auditions, bien évidemment, hein, mais je vous rappelle que le comité est donc un comité interne. Nous ne sommes pas un comité externe comme le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui est nommé par le président de la République, avec des composantes diverses de personnes qualifiées et en fonction précisément aussi d'un certain nombre de convictions religieuses, qui est tout à fait légitime. Au sein de l'Académie nationale de médecine et dans le comité d'éthique, la règle générale est qu'effectivement tous puissent être entendus, mais nous n'avons pas fait le même travail que le CCNE avec la convocation régulière de toutes les croyances qui auraient pu participer à nos réflexions. Mais effectivement, nous sommes restés dans un cadre éthique avec les règles qui... Merci pour votre question. En ce qui concerne l'article 4, Madame Imbert, vous avez évoqué ça, je vais peut-être déjà remonter en fait, hein. Vous avez évoqué effectivement l'article 4. Je dois avouer que je partage un peu l'ambiguïté que la lecture de cette phrase vous évoque. Je dois vous dire que pour avoir été, ainsi que Madame Espert et certains représentants de l'Académie de médecine, auditionnés par la ministre Catherine... Ça y est. Catherine Vautrin. Vautrin, voilà, merci beaucoup. Lors d'une discussion avec elle, il est vrai que déjà à ce moment-là, il était clair que nous souhaitions évoquer le fait qu'il puisse y avoir une ambiguïté dans l'expression souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection. Donc, il est très clair que pour moi, alors il faut essayer de faire du rédactionnel qui soit accessible à tous sans ambiguïté, effectivement. Il est très clair que l'atteinte psychologique est liée à la maladie, à la gravité de la maladie, à la gravité des souffrances et à la gravité du pronostic immédiat. Mais il est vrai que la façon de l'écrire
peut laisser penser, si on lit un peu vite ou on n'est pas assez attentif, que c'est soit physique, soit psychologique. Et du coup, on rentre dans la psychiatrie. C'est pour ça que je pense qu'à la fin, puisque nous avions mis le doigt sur cette discordance de point de vue avec la ministre, il avait été rajouté à l'époque que la phrase qui figure maintenant à la fin du paragraphe, c'est qu'on exclut les pathologies psychiatriques. Donc, effectivement, pour nous, il est vrai, alors pour tous les témoignages de personnes qui s'occupent de patients en fin de vie attestent du fait qu'il y a effectivement une épreuve psychologique, évidemment, chez ces patients, à côté de l'épreuve physique, et il est rare qu'elle soit uniquement psychologique. Donc, mais je suis d'accord avec vous, il faudrait trouver une autre façon. Je dois vous avouer que je n'ai pas fait cet exercice, donc bon, voilà. Il est vrai que ce que vous avez évoqué concernant le handicap est une question effectivement importante, étant donné que tout le monde a droit, comme tout le monde, au même droit que tout le monde. Et que là, il est effectivement important de ne pas faire une discrimination à l'envers, c'est-à-dire de ne pas entraver des décisions tout à fait autonomes d'un certain nombre de sujets au motif qu'ils présentent des handicaps ou des polyhandicaps. Je suis tout à fait d'accord, très sensible à votre remarque. Et je pense que ça mérite d'être peut-être retravaillé. Assez choquée par l'ordre que le philosophe que vous avez auditionné vous a donné, dans l'ordre des personnes qui mériteraient peut-être d'être intéressées ou concernées par le sujet, puisque de notre point de vue déjà, bien sûr, les sujets âgés, c'est une problématique qui est sociétale, compte tenu de la démographie actuelle, de l'organisation de la société vis-à-vis de nos aînés qui nous pose problème et difficultés. Mais alors, si en plus, effectivement, on introduisait cette notion-là, je pense que là, la dérive qu'on pourrait qualifier d'eugénique, en fait, est carrément ouverte. Et la brèche et la boîte de Pandore est effectivement ouverte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En ce qui concerne la place des directives anticipées et l'ambiguïté, comme Claudine Espère l'a évoqué tout à l'heure, l'ambiguïté avec la pleine conscience, c'est vrai qu'il reste un petit point de difficulté, mais qui à mon avis, relève du fait que les directives anticipées, si elles ont un sens et si elles peuvent être plébiscitées dans la population générale, c'est qu'elles ont l'espoir d'être appliquées. Si, in fine, effectivement, dans des situations bien particulières, elles sont, contestées par l'équipe médicale, ce qui peut arriver, tout à fait, ça rentre dans les dispositions qui existent actuellement, mais surtout pour le caractère de fin de vie et les difficultés qu'on a à prendre des décisions dans ces situations-là, en particulier en raison de, comme vous l'avez évoqué, de la nécessité d'être en pleine conscience. Il est vrai que là, c'est un conflit que nous avons effectivement, dont nous avons tout à fait conscience. Je pense que là, on rentre dans des finesses d'appréciation pour savoir à quel moment de effacement de la conscience du patient on est pour pouvoir éventuellement utiliser les directives anticipées à l'appui de sa demande préalable dont tout le monde souhaite qu'elle soit appliquée. C'est ça la difficulté, mais il me semble difficile, et comme l'a rappelé Claudine Espère, de tout expliquer, toutes ces nuances et toutes ces situations un peu en gris. Elles ne sont pas en blanc, elles ne sont pas en noir, elles sont entre les deux, où les directives pourraient être éventuellement sollicitées. Donc ça me semble compliqué il ne faut pas les opposer, mais ça me semble quand même effectivement quelque chose d'assez difficile à articuler dans un texte de loi, parce que c'est presque de la pratique clinique, avec toutes les nuances qu'on peut apporter à notre exercice. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié... Très bien. Est-ce que Madame Espère voulait compléter ou vous avez clôturé? Non, je crois que là, on a répondu à toutes les questions. Moi, j'avais pris la liste au fur et à mesure. Moi, je dirais qu'il est évident que si nous avançons et que le Parlement adopte l'ensemble du dispositif, c'est vrai que nous aurons un texte, mais aucune loi ne pourra résoudre toutes les difficultés que rencontreront immanquablement les équipes sur place, c'est-à-dire la décision collégiale, la concertation collégiale, puis la décision médicale
de prescrire le produit. Il y aura des hésitations, il y aura des doutes. La loi ne dira jamais tout, mais bon, c'est la beauté de l'art médical aussi, hein, de savoir apprécier, de savoir affiner chaque situation. Très bien, merci beaucoup, mesdames. Il me reste à vous remercier pour votre participation à cette audition. Et je clôture. Alors, j'ai pour les commissaires